ce que c'est qu'un hôtel. Un hôtel, c'est une maison qui reçoit. Un client sur 2 qui va sur Booking, il va aller voir le site de l'hôtel en direct. C'est un travail de mise en scène. Aujourd'hui, ça marche de moins en moins. Pourquoi ? Parce que les OTA sont de plus en plus aiguisés sur la tarification. Mes chers insiders, bienvenue sur le podcast qui parle d'excellence de service. Plusieurs fois par mois, je reçois un invité passionnant pour échanger sur son parcours et sa vision. Nous parlons hôtellerie-restauration bien sûr, mais pas que. Nous abordons ensemble tous mes autres sujets de prédilection. Business, carrière et entrepreneuriat, management et leadership, développement personnel et durable. Vous avez des questions ou des recommandations d'invités ? Partagez-les-moi sur LinkedIn ou mes autres réseaux et partons ensemble à la rencontre de personnes inspirantes. Je suis Maxime Blot, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. Vous êtes-vous déjà fait la réflexion, en allant sur un site web d'hôtel, que celui-ci ne donne pas du tout envie d'y séjourner ? Mon invité joue le metteur en scène et anime la décoration intérieure. Et cela se voit de l'extérieur. Bonjour, Didier Arnoux. Bonjour Maxime. Didier, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que Coach Hotel ? Coach Hotel, c'est une agence 360. On est les artisans de la mise en scène de l'hôtel, exactement comme tu l'as dit. Voilà, pour faire court. Je trouvais ça assez amusant ce parallèle avec le monde un peu théâtral, mise en scène, et je trouvais que ça collait bien avec ce que tu disais. Moi, je connais un petit peu maintenant Coach Hotel, ça fait quelques années que je te suis, je suis abonné à la newsletter, je reçois régulièrement des actualités, mais pour quelqu'un qui comprendrait pas bien ce que c'est qu'une entreprise 360 concrètement, déjà peut-être le parcours, comment est-ce que toi, tu en es arrivé là ? Comment est-ce que dans ta carrière, tu t'es décidé un jour de créer une entreprise pour répondre à quel besoin ? Et puis tout simplement, qui tu es ? D'accord. Alors au départ, moi je suis un enfant, et cet enfant, il a une dizaine d'années et il a un grand-père il dirige un grand magasin. Aujourd'hui, il n'existe plus. S'appelle la Belle Jardinière à Paris. Ouais. Qui sont aujourd'hui les locaux du siège de LVMH. Mmh. Et donc, il m'a fait découvrir les grands magasins, et j'ai trouvé que c'était complètement magique, absolument merveilleux, surtout pendant les fêtes de Noël. Et du coup, j'ai trouvé que pour moi, c'était vraiment une pièce de théâtre, une mise en scène. Et voilà, quand j'ai eu terminé, puisque j'ai quelques années, et quand j'ai eu terminé mon service militaire qu'on fait plus aujourd'hui, eh bien, j'ai postulé au printemps. En fait, j'ai pas fait beaucoup de postulations, mais j'ai postulé au printemps. J'ai été pris, et voilà. Et donc, j'ai intégré les grands magasins. Je suis resté 3 ans à Lille. Et puis ensuite, j'ai intégré le Bon Marché qui venait d'être acheté par le LVMH. Et puis là, j'ai continué mon aventure des grands magasins. Et ce que j'ai appris, alors j'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un d'extraordinaire, qui m'a marqué, s'appelle Philippe de Beauvoir. C'était le président c'était le président du Bon Marché, puis ensuite de la Samaritaine, puisque D'accord. ça faisait un groupe, et de la grande épicerie de Paris. Et ce que j'ai appris dans les grands magasins, et ce que lui m'a appris, c'est qu'est-ce que c'est qu'une marque, qu'est-ce que c'est qu'un positionnement, comment on la met en scène. Voilà. Mmh. Et ça, en fin de compte, ça s'applique dans plein de métiers. Et alors, donc on a participé à cette aventure parce que le Bon Marché, c'était c'était un grand magasin extrêmement ringard. Un peu avant que j'arrive, on vendait des chasubles pour les bonnes sœurs en rez-de-chaussée. Donc voilà, faut se mettre un petit peu. Ça, c'était dans les années 88, Ouais, d'accord. 90. Donc ça fait Autre un certain. contexte. Voilà. Et ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, c'est le grand magasin le plus sélectif des grands magasins parisiens, et puis même Tout à du fait. monde, on peut le dire. Moi, quasiment, parce que j'ai visité beaucoup de grands magasins dans le monde. Et voilà. Alors donc, me voilà au bout de 15 ans, tournant un petit peu autour de ma mission, en ayant fait un peu le tour. Et puis j'avais envie de faire du conseil. Alors donc je suis sorti,
un peu, parce que je trouvais qu'on était toujours plus crédible en tant que consultant que qu'en tant que salarié. On vous écoute mieux, hein. Vous avez un crédit, même si vous connaissez rien au sujet, on vous croit plus que les autres. Alors bon, donc, donc je me suis dit, tiens, je vais pouvoir faire du conseil. Je savais, honnêtement, je connaissais rien au métier de consultant, hein. Alors j'ai eu la chance d'avoir un cabinet avec qui j'ai pu, un gros cabinet, avec qui j'ai pu m'associer. J'ai monté une petite cellule et puis j'ai tout de suite travaillé. J'avais tout de suite des missions. J'avais presque 1 an de mission avec Conforama et le salon du meuble à l'époque qui étaient mes premiers clients. Et Oui. puis après j'ai travaillé avec la Camif, j'ai travaillé avec Brice, avec le groupe Beaumanoir, avec Simons, Mmh. etc. Et pour faire du merchandising. Donc la mise en scène, ce que j'avais appris, hein, mais au départ je savais pas trop comment leur dire, mais j'ai juste posé des questions impertinentes. Mais pourquoi vous faites ça? Et pourquoi vous faites ça? Et là, si j'ai bien compris, vous vous adressez à tel client, mais pourquoi vous faites ça? Voilà. Et quand on pose les questions comme ça, finalement, on met le client en face de nos interrogations et en face de ses convictions et reformule. Et bien souvent, il se rend compte, ah bah oui, tiens, c'est vrai, on pourrait faire aussi autrement. J'essaye d'aller vite, hein, parce que tout ça va pas trop intéresser nos éditeurs hôteliers. Donc au bout de 4-5 ans, j'en vivais assez bien. J'ai reçu un coup de téléphone. Voilà, parce qu'il y avait un un groupement de magasins, de 100 magasins de décoration qui marchait assez bien à l'époque, qui venait d'être vendu, hein, et vendu à un fonds de pension, et qui s'appelle Bois et Chiffon. Alors c'est pas une enseigne qui m'excitait énormément. Je crois que j'aurais pas En tout acheté cas, une le nom petite n'est pas très cuillère. excitant. Non, j'aurais pas acheté une petite cuillère là-bas, mais j'ai appris beaucoup de choses. J'ai décidé de rejoindre pour 4 ans et j'ai appris à monter des collections, à fabriquer des collections, à développer en Inde, en Chine, en Indonésie, en Pologne, en Italie, voilà. Et monter des collections et les vendre. Puis la crise de 2008 est arrivée, il y a eu un raz-de-marée terrible, hein, sur beaucoup de chaînes de distribution. Il y a Fly a disparaît, Alinea disparaît, enfin ou quasiment. La Camif revendue, et puis nous aussi, on était dans le train, hein, et on n'a pas résisté. Et je me suis dit à ce moment-là, la distribution, le retail, c'est terminé, ça va se massifier de plus en plus. Je voyais que la distribution d'équipements de la maison n'y resterait plus que Ikea et les grandes marques, et qu'en entre deux, donc quelles étaient les entreprises qui pouvaient m'embaucher. Donc je me suis dit, bah finalement, qu'est-ce que c'est qu'un hôtel? Un hôtel, c'est une maison qui reçoit. Donc je sais ce que c'est qu'une maison. Moi, j'aime bien recevoir. J'avais été par ma profession, j'avais été en tant que client dans au moins une centaine d'hôtels, et surtout en Asie, hein, en Chine, en Inde, en Birmanie, au Japon, en Indonésie, tout ça. Donc, et j'avais eu un regard extérieur assez intéressant sur comment on mettait en scène l'expérience client en Asie. Ça, c'est assez D'accord. intéressant. Et comment on reçoit les gens en Asie. Et quand je revenais en France, je me rappelle de ces voyages-là. Bon, j'allais monter des produits ou acheter des produits et réaliser dans des usines. Et j'étais frappé quand j'arrivais dans le métro parce que je trouvais que les Parisiens faisaient la gueule. C'est un constat, en effet. Ah oui, non, mais voilà. Parce que je suis allé une vingtaine de fois en Inde et à chaque fois, c'est un peuple que j'aime beaucoup. Ils sont pauvres, hein, quand même, hein. Bon, moins maintenant, hein, mais c'est un peuple pauvre et malgré tout, ce sont des gens qui ont toujours le sou. C'est frappant. Quand on arrive à Paris, alors nous, on a tout ce qu'il nous faut. On a la chance de vivre dans un pays qui, quand même, a beaucoup d'avantages, mais on fait la gueule. Bon, et surtout à Paris. Alors je me suis dit, mais les hôtels, est-ce qu'on est aussi brillant? Est-ce qu'on est aussi bon qu'on veut bien le penser pour recevoir finalement? Est-ce qu'on est si bon que ça? Et est-ce que les hôtels vendent leur enseigne comme les marques vendent la leur? Et je me suis posé ces questions. Puis alors je me disais, il y avait aussi une chose qui m'a frappé, c'est pourquoi les hôtels sont aussi dépendants des centrales de réservation. Alors moi, j'étais naïf, hein, je connaissais pas grand-chose à l'hôtellerie, mais je me disais finalement, comme j'arrive de l'extérieur, je vais essayer de poser ces questions à des hôteliers, voir ce qu'ils en disent. Et puis alors j'étais quand même, on est interpellé parce que
quand on voit que un hôtel de région sur 3 répond pas aux avis des clients. Alors quand je dis hôtel de région, pourquoi? C'est pas une critique de la régie des hôtels de région par rapport à Paris, c'est qu'ils sont moins concurrents, en zone moins Bien sûr. concurrencée. Donc à Paris, forcément, la concurrence crée une émulsion et Oui, oui, bon, tout à fait, il y a ça plus tire de le marché tension. vers le haut et il y a une très forte tension, absolument. Donc, quand on regarde qu'en effet, en région, un hôtel sur 3 répond pas aux avis clients, ça m'interpelle. 60% des hôtels de région, alors ça, c'est parce qu'on a, chez Coach Hotel, on a une veille d'hôtels, on suit 1750 aujourd'hui hôtels. Et quand je dis on suit, ça veut dire que tous ces hôtels sont en base de données et je les ai tous visités, hein, tous les sites web de ces hôtels, je les ai cotés et j'ai visité tous les comptes TripAdvisor. Alors, j'ai pas tout lu, hein, mais donc déjà retenir la cotation, regarder ce que les clients disent et voilà. Donc 60% et donc coter aussi le site web, hein, sur un certain nombre de critères. 60% des hôtels de région ont un web marketing faible ou très faible, hein. Quand je dis faible ou très faible, c'est des photos de mauvaise qualité, une architecture défaillante, des Ouais. chambres qui sont mal présentées, des tarifs qui sont pas annoncés, etc., etc., hein. Voilà. Donc des sites web qui probablement transforment peu. Puis alors, un hôtel de région sur 5 dispose de photos médiocres. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même bon. Après, il y a des raisons, hein, et je ne me moque pas, hein, des hôteliers parce que ce sont des artisans qui ont beaucoup de travail, qui ont des tâches très très variées, avec parfois des rentabilités très faibles. Donc, je ne suis pas du tout dans l'accusation, mais je me dis tout simplement, est-ce qu'on peut aider tous ces gens? Est-ce qu'on peut aider Est-ce qu'on peut les aider à être plus performants, à mieux Mmh. montrer parce qu'il y a beaucoup de très très beaux produits, Bien sûr. mais ils sont pas toujours. C'est des mariés qui qui sont mal présentés, hein, Ouais, ouais, voilà. ouais. C'est une bonne métaphore ça, oui, oui. Donc en fait, ce que tu fais toi à travers ton entreprise, tu vas travailler quoi? Est-ce que tu vas travailler sur la partie décoration? Est-ce que c'est uniquement sur la partie site web, de l'hôtel pour qu'il soit rendu, un petit peu, sexy pour utiliser ce terme, voilà, joli, vendeur, comme tu dis, bien habiller les mariés? Finalement, quel est l'objectif? Et après, comment est-ce que ça se concrétise aussi pour l'hôtelier? Quelles conséquences un petit peu pour lui? Oh, ouais. Alors en fait, le travail, hein, je le redis, c'est parce que ça aide à bien comprendre. C'est un travail de mise en scène, hein. Donc, si vous voulez, si tu veux, donc un metteur en scène, ça travaille avec quoi? Ça travaille d'abord avec un scénario ou une un scénario, hein. Il y a un scénario. Bon, ce scénario, il faut l'écrire, mais bien souvent, les acteurs, on les change pas, Ouais. hein. Ils sont ce qu'ils sont, les acteurs. On peut peut-être mieux les habiller, donc on revoit le costume, hein. On travaille la dramaturgie, hein, donc la dramaturgie ou scénario, si tu veux. On travaille les décors et surtout les éclairages, parce que le décor, parfois, il change pas, mais si tu changes les éclairages, ça change tout. Absolument. Voilà, donc un site web, c'est un peu comme ça. Bon, parfois, tu es obligé de toucher au produit, c'est-à-dire à l'acteur, finalement. Tu es obligé de lui dire, bah tiens, on va te couper les cheveux ou on va te mettre une moustache, tu vas voir, ça va être plus sympa, tu vas être plus sexy et tu vas voir. Tu vas voir, ça va bien plaire au public. Donc, ça veut dire qu'on va faire des petits réglages, hein. On peut remanier une déco, revoir des parures de lit, il faut essayer déjà de faire avec l'existant, hein, parce qu'un navire, hein, si tu as déjà fait un peu de voile, quand le vent, tu ne changes pas, hein. Mmh. Le vent, il est ce qu'il est. Donc, tu essayes de bien border tes voiles. Pas, tu navigues pas avec des pare-battages, hein, tu gardes un bon cap, tu tires des bons caps et puis tu essayes de tracer le plus possible. Tu sors toutes tes voiles et déjà, ça avance bien. Mmh. Et essayons déjà de faire avec l'existant parce que bien souvent, ou alors quand tu connais, tu travailles avec 7, 8 ans avec un hôtelier, bah là, t'as déjà bien bordé toutes tes voiles. Donc là, tu peux t'attaquer au fond, hein, remanier, refaire des. En effet, on est équipé dans l'équipe. J'ai une architecte d'intérieur et on fait de la rénovation, hein, mais c'est pas le gros du sujet. Déjà, si on borde bien toutes les voiles,
Ça suffit pas mal. J'aime beaucoup les analogies. Après la musique, on est passé sur la navigation et concrètement, et pour surfer un petit peu là-dessus, un hôtelier qui on va dire qui monterait à bord, et qui ferait appel à tes services, il peut espérer quoi? Tes services ou d'ailleurs une entreprise de ce style, l'idée c'est pas juste de faire la promotion de ça, mais c'est qu'on comprenne bien la problématique à laquelle tu réponds et en quoi est-ce que, ça peut être transformatif pour l'hôtelier quelles conséquences on peut espérer positives, il va en tirer? En fait, notre métier, il est divisé en 3 segments. La première chose, c'est, on en a parlé, hein, mais je peux aller dans le détail, c'est mettre en scène, hein, et mettre en scène quoi? Une expérience client, c'est ton sujet, de prédilection, hein. Mmh. L'expérience client, c'est quoi? C'est répondre à des besoins, hein, de dormir, se divertir, manger, prendre soin de son corps, et cetera. Mais c'est surtout ce qu'a dit d'ailleurs ton invité sur, madame Frochot, Ah, Isabelle Frochot, oui. Sur les Isabelle tendances Frochot, marketing et qui a dit quelque chose de très juste et je la rejoins complètement, c'est laisser des souvenirs, des traces mémorielles. C'est bien ça le sûr. plus important. Parce que l'expérience client, c'est un mot un peu galvaudé, tout le monde parle de ça et souvent c'est un écran de fumée, il y a pas grand chose derrière, hein. Ouais, Mais ceux qui travaillent vraiment sur la trace mémorielle, c'est quel souvenir je vais avoir? C'est envoûtant, c'est romantique, c'est merveilleux, c'est délicieux, voilà, toutes ces choses-là et ça doit pas s'écrire, ça doit se sentir. ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est un peu de travailler un peu plus dans le fond parce que quand on a parlé, d'une piscine, quand on a parlé d'un plat, de culinaire, il faut, mettre en scène cette émotion et donc là, ça passe beaucoup par les photos. Donc c'est pour ça qu'on a un photographe qui s'appelle Johan Hervé, qui est spécialisé dans l'hôtellerie, qui a photographié des très, très beaux hôtels, notamment au Maroc. C'est quelque chose que j'ai souvent constaté. Alors, corrige-moi si je me trompe, il me semble que quand même maintenant aujourd'hui, allez, peut-être pas tous les hôtels, mais quasiment tous ont un site web, mais parfois on va dessus et les photos des chambres, moi j'ai juste pas envie de rentrer dans une chambre comme ça et de payer en plus un prix qui est pas forcément très cher, on parle quand même déjà de peut-être 100 € la nuit avec, une chambre où on a juste pas du tout envie de se projeter à l'intérieur. Et pour autant, parfois, ça m'est arrivé d'aller dans l'hôtel, parce qu'en l'occurrence, en effet, le prix était pas cher et que ça m'arrangeait ou et de me rendre compte que le produit que je découvrais était bien au-dessus de ce que j'avais pu voir sur le visuel. Est-ce que toi, c'est encore quelque chose que tu constates beaucoup? Déjà, rassure-moi, que tous les hôteliers ont bien un site web, mais peut-être que c'est pas le cas et un petit peu quels conseils on pourrait donner à ces hôteliers pour s'améliorer facilement, sans avoir des gros moyens forcément, un peu une boîte à outils pour eux pour changer deux trois choses? Alors, tu as raison parce que, moi j'ai fait le compte, hein, je te disais tout à l'heure, il y a 20 des hôtels, je crois que c'est ça, qui ont des photos médiocres sur les régions, hein, pas sur Paris. Sur Paris, on Ouais, en est ouais, à il y en a que 6-7 d'accord, voilà, tous ont un site web, hein, 99,9. Alors parfois, ils sont mal équipés. En région, ils font beaucoup appel à des agences, généralistes qui connaissent d'accord, pas l'hôtellerie. Bon, faut connaître l'hôtellerie, hein, pour la mettre en scène et il faut dépenser alors pour un autre ça dépend de la largeur de l'offre, hein, donc combien de catégories d'hébergement on a, et quels sont les agréments, hein. Est-ce qu'on a une piscine? Est-ce qu'on a un sauna? Et cetera. Mais il faut compter pour un reportage photo, faut compter 2 jours, hein. Il faut faire des photos au crépuscule, c'est fondamental. Ça, très peu d'hôtels le font. d'accord. Pourquoi? Parce qu'on passe la nuit dans un hôtel, faut pas l'oublier. Donc il faut qu'on sente cette crépuscule arriver. Donc ça, tu vois, c'est un exemple de mise en scène. Donc là, Mmh, bon, il faut parfois faire des photos en aurore, bon, et cetera. Donc c'est des journées très, très fatigantes, mais passionnantes, où on travaille avec l'hôtelier. On prépare tout cela, on sait exactement pourquoi on prend telle photo, où ça va aller, quel est le web marketing qu'on a derrière, comment on va vendre le produit, comment on va le mettre en scène, comment on va et puis il faut pas survendre non plus, hein, parce qu'il faut tu as dit tout à l'heure, j'étais étonné parce que, le produit était au-dessus de mes espérances. Ben, il faut pas l'inverse non plus, il faut pas que le produit soit déceptif. oui, Il faut mettre en scène, hein, bon, moi je le faisais pas avant, mais on arrive avec du stylisme, hein, on arrive avec des chapeaux, des appareils photo, des foulards, des fleurs éventuellement s'il y en a, normalement dans l'hôtel et cetera.
hein. Donc des penderies, une penderie vide, c'est moche, hein, s'il est ouvert. Bien sûr, ouais. Bon, voilà, il faut arriver avec un peu de stylisme, montrer un peu de vie parce que ça, c'est une tendance. C'est l'hôtel est chaleureux, il est accueillant, il est vivant. Il est pas statique, il est pas vide, il est pas froid. Donc il Mmh. faut donner une émotion aussi. Il faut donner une température à la photo, hein, parce qu'une température, bon, ben, aujourd'hui, c'est plus l'intimité. Ça, c'est encore une autre tendance dans l'hôtellerie. On recherche davantage les ambiances intimistes, proches des autres, hein. Donc ça veut dire moins de lumière. Faut pas, on vend plus d'halogènes aujourd'hui, enfin de lampadaires halogènes comme on Ouais. en vendait, hein. Regarde les éclairages dans les bars, hein. Ce sont des éclairages de basse luminosité. Donc il faut créer cette intimité. Voilà un exemple. Je sais pas si j'ai répondu à ta Oui, question. complètement mais je me demandais, tu vois, si si ce serait intéressant de faire une boîte à outils aussi à disposition des hôteliers indépendants qui ont peut-être moins de moyens et quelque chose qu'ils puissent déjà eux mettre en place par eux-mêmes. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que franchement c'est une perte de temps? Qu'est-ce que Je te toi tu en dirais penses? non. Je te dirais non. Pas de boîte à outils qui travaillent avec des photographes professionnels, qui Ouais, connaissent l'hôtellerie. Parce que c'est pas des choses à faire soi-même, hein. Pourquoi? Parce que l'enjeu est tellement important, si tu veux, entre des bonnes photos et des mauvaises photos sur un site web et sur les OTA, parce que ces photos, elles sont présentées sur les OTA, bien sûr. qui font 70% des réservations en ligne, hein. Donc, si tu veux, entre ces bonnes et ces mauvaises photos, tu as un écart de chiffre d'affaires de 10, 15, 20%. D'accord. Ah oui, donc ça, c'est mesuré vraiment sur l'impact C'est ce que sur le chiffre j'observe, d'affaires. hein. Quand on intervient sur des hôtels qui ont des mauvaises photos, on leur donne un pack justement de photos. Alors, c'est pareil, c'est des photos qui sont optimisées en taille, en poids, etc. Et en cadrage, bon, bref. L'investissement, ça coûte quoi un reportage photo? Ça coûte entre 3000, hein, voilà, s'il y a 2 jours, ça coûte 3000, 3200 € parce qu'il y a de la post-production Bien derrière, hein. sûr. Il y a autant de travail, hein. Il faut compter 3 jours de post-production pour 2 jours de shooting. Puis en plus, il y a une demi-journée de préparation. Ah, D'accord. parce que nous, on va faire un brief. On va regarder l'hôtel, on va regarder son positionnement, on va regarder son site web, etc. Mmh. On va cerner le sujet, hein. Combien de photos il nous faut, à quel endroit, qu'est-ce qu'il faut préparer pour faire ces photos, un petit déjeuner, comment on le met en scène, est-ce qu'on doit le mettre en scène sur la terrasse, etc. Est-ce qu'on fait des photos, il y a un drone aussi, est-ce qu'on amène le drone, etc. Ouais, ouais. Mais je trouve ça hyper intéressant quand, déjà en effet tu donnes une idée du prix, que l'hôtelier se rende compte de l'investissement que ça peut être et quand tu dis que derrière on peut estimer, 20 d'augmentation du chiffre d'affaires annuel, c'est vrai que finalement, il faut imaginer que bon, on est sur un petit hôtel dans notre exemple indépendant, mais finalement 3 000 € lissés sur une année, ou 2 années d'exploitation, c'est finalement pas grand chose. Alors, je le fais sur 4 ou 5 ans. Pourquoi sur 4 ou 5 ans? Parce que si tu veux, déjà, tu as un site web, en général, il est obsolète sur 4 à 5 ans. Premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas d'objet pour refaire un reportage photo si ton hôtel n'a pas d'upgrade. Donc, si tu veux, en moyenne, tes photos, elles vont te durer 4, 5 ans. Et que D'accord. si par exemple tu refais une chambre, bah, si on peut parfois re-shooter juste une chambre ou deux, mais en général, si tu veux, faut qu'il y ait un fil conducteur au reportage photo, faut qu'il soit homogène. Et bien souvent, quand tu refais une photo d'un truc ou deux, bah, tu te rends compte, ah, on n'est plus raccord avec le reste. Voilà. Donc, si tu veux, en gros, ton reportage photo, tu vas gagner entre 30 et 40, 45 fois, 50 fois la mise. D'accord, ouais, je vois. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter. Ouais, je comprends, complètement. Dernière, question avant qu'on élargisse, mais il y avait quand même un point un peu technique sur lequel je voulais avoir ton avis. Tu parlais tout à l'heure que tu avais été choqué dans un premier constat il y a quelques années, que les hôtels passaient beaucoup par les OTA, donc les agences en ligne pour les réservations. Est-ce que le fait d'avoir un meilleur site web, ça dynamise aussi les ventes en direct? Est-ce que là-dessus tu vois une différence? Et est-ce que toi, dans ce que tu mets en place, dans ton package, on va dire, c'est quelque chose que vous faites aussi? Ou est-ce que pour toi, c'est vraiment un métier différent, d'avoir un site de vente en ligne direct? D'abord, les hôtels ont raison de travailler avec les OTA, hein. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'elles n'en soient pas trop dépendantes. Un ratio correct, pour un hôtel correct, correspondant à la moyenne, si tu veux, Oui, de ses réservations en ligne, son site, il va faire 20 de ses réservations en ligne. S'il a un site et ça a énormément baissé, hein, de mémoire, il y a 5 ans, c'était 27-28 la moyenne. 27-28 qui passent par OTA?
qui passent par le site Qui web en passent par le direct. site web direct, donc des réservations directes Voilà. site web. Et aujourd'hui, c'est 20%. C'est-à-dire ils ont perdu 7%, 8% en 5 ans. Mmh. Bah, ça, c'est un phénomène normal. C'est la puissance des OTA. Plein de raisons que je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais si tu veux, aujourd'hui, c'est the winners take all. Oui, C'est-à-dire que plus tu es gros, de toute façon, plus tu vas remporter. complètement. C'est le syndrome Pavarotti, si tu veux. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que quand tu connais pas la musique classique, tu arrives dans un magasin, qu'est-ce que tu fais? Je voudrais de la musique classique. Voilà. Prenez Pavarotti. Voilà, tu vois. Bon. Donc, Mmh. the winners take all. Donc, les hôtels aujourd'hui, s'ils n'existent pas, s'ils n'ont pas un site web réglé, s'ils sont pas séduisants, etc., ils vont être tributaires, ils vont être dépendants de ces centrales de réservation. Ça va leur coûter cher parce que on a rajouté un intermédiaire, certes utile pour le client, mais qui prend 20% des réservations. Oui. Donc, ça va coûter cher. Donc, l'objectif, c'est de créer un site web qui soit séduisant, qui soit convaincant, qui soit vendeur, qui soit cohérent avec le positionnement, où il y a une storytelling qui fait sens pour la cible client. Et donc là, tu peux espérer remonter dans les meilleurs, c'est-à-dire faire ce que les hôtels faisaient il y a 5-6 ans, être à 26-27% de D'accord. ta réservation en ligne. Et même, moi j'ai par exemple un hôtel que je suis depuis 2014, depuis le début, lui il fait 26% de son chiffre d'affaires en total avec son site web. Mmh. Et il a fait plus, il a fait 30%, il est en train de remonter énormément là en ce moment. Voilà, un hôtel qui marche bien, il fait ça. D'accord, et parce qu'on arrive encore à pas encore, mais on arrive à faire des interfaces fluides. Moi, je trouve que souvent quand je réserve un hôtel en direct, je parle encore une fois du petit indépendant, l'interface de réservation, franchement, elle est pas du tout agréable. Non seulement ça ne me donne pas envie d'acheter, et en plus, parfois, je la trouve pas rassurante. On a des vieux systèmes, tu sais? Alors que je vais sur, Expedia ou Booking.com, pour pas les citer, en 3 clics, ma réservation elle est faite, j'ai ma confirmation, j'ai tout ce qui va. Donc là, il me semble qu'il y a un vrai point sur lequel travailler, et encore une fois, quels conseils on peut donner à l'hôtelier par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des plateformes que toi tu recommandes? C'est quoi peut-être le meilleur moyen? Alors, donc, ce que tu me parles des booking engines ou des moteurs de réservation. Bon, bah, t'en as par exemple qui Exactement. sont Reservit, The qui sont les leaders, qui sont deux leaders par exemple, hein, qui offrent pour moi des plateformes de réservation qui sont bien faites en front office. Je Mmh. parle du front office. Je te parle pas du back office. On va laisser le back office de Ouais, côté. ouais. Mais en front office, si tu veux, c'est confortable, c'est ergonomique, c'est vendeur. Ça ne donne pas, ça ne noie pas d'informations. Tu peux développer si tu es intéressé. Tu peux avoir une information compacte si tu veux pas aller plus loin, etc. Et puis après, c'est un tunnel de réservation qui est efficace, comme tu dis. C'est-à-dire qu'en 3 clics, tu réserves. Ouais. Donc ça, quand tu crées, c'est exactement comme quand tu es dans un magasin. Si tu dois monter 3 étages pour aller chercher ton produit, c'est pas bon. Enfin, 3 Mmh. ou 4 si tu veux. Il faut essayer de limiter à deux niveaux, 2-3 niveaux. Hein. Donc tu arrives, rubrique chambre en menu. Il y a beaucoup d'hôtels Sur ton site web, tu dis, ouais. qui n'ont pas dans leur menu la rubrique chambre. Ouais. Hein, bon, premièrement, rubrique chambre dans le menu. Deuxièmement, les 4, 5, 6 segments d'hébergement présentent tout bien, les photos séduisantes, la capacité, la surface de la chambre, le bedding. Et puis un prix, hein, à partir d'eux, il y en a beaucoup qui ne le disent pas, ça. Il faut quand même le dire. Tout à Alors, fait. après, voilà. Donc, à partir d'eux, je clique réserver et là, je retrouve mes chambres nommées exactement de la même façon, qui sont nommées exactement de la même façon aussi chez Booking, chez Expedia et les autres, parce que bien souvent, je viens je viens de Booking.com, hein, et j'arrive sur le site après. Hein, D'accord. un client sur deux qui va sur Booking, il va aller voir le site de l'hôtel en Oui. direct. Hein, ça, c'est Google qui le dit. Et donc, là, j'ai cliqué sur réserver, j'arrive et puis voilà, comme tu l'as dit, en 2-3 clics, je réserve. Et ça, déjà, le moteur de réservation, c'est fondamental. Mmh. Alors, je travaille avec un partenaire que je vais citer. J'ai pas d'action pour lui, je le connais parce qu'il est très bon et que je l'ai recommandé et j'ai vu les résultats que ça a donné. Il s'appelle Hotel Partner. C'est un partenaire qui est en Suisse, qui fait du yield management et Oui. qui offre son moteur de réservation en ligne. Ben, forcément, c'est encore plus fluide parce que on est sur le site web, on s'en va pas du site web. Donc tu restes sur le site web et tu réserves tout de suite. Et en plus, les flux de data, si tu veux,
voyage très très bien et c'est optimisé. Le yielder, il a la maîtrise de son moteur et c'est l'optimal en fait. Hein. Ouais, ouais, Alors ouais. parfois, d'un point de vue web marketing, c'est pas forcément toujours aussi bien que sur certaines plateformes, mais globalement, ça donne de bons résultats, hein, très bons résultats. D'accord, bah, je mettrai les références aussi, dans les notes, du podcast, mais c'est intéressant d'avoir cette réflexion-là et est-ce que, et ce sera promis ma dernière question, après on arrête dans la technicité. Est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est possible, d'offrir aussi des packages sur le site web qu'on n'offrirait pas sur, d'autres sites? Sachant que souvent avec les contrats OTA, tu sais, on est limité par le meilleur tarif garanti et cetera. Que peut-être quand le client il vient naviguer en direct, on arrive à capter, son temps de passage de réservation et lui faire une offre, personnalisée, par exemple? Alors c'est une très bonne question, mon cher Watson, je vous remercie de me l'avoir posée. Alors, il y a quelques années, alors bon, j'ai fait ça avec mes clients et puis ça marchait bien. On offrait des packages qui sont des packages standards, hein, qu'on voit beaucoup. C'est des 3 nuits, c'est des early booking, Oui, pas de last minute, surtout pas parce que ça c'est le degré zéro du marketing, oui. parce que ça veut dire au client, bah, si vous réservez au On dernier tue les moment, ventes, bon, voilà. C'est les ventes flash, ça, c'est l'horreur, c'est la marketing du perdant. Que, mais tu trouves comme ça des produits. Bon, aujourd'hui, ça marche de moins en moins. Pourquoi? Parce que les OTA sont de plus en plus aiguisés sur la tarification. Si tu fais une consultation d'un hôtel par Booking, par exemple, sur un smartphone et sur une plateforme fixe, tu vas pas forcément avoir le même prix. c'est vrai. Par exemple, hein, si tu es Genius 10 ou Genius 15, tu vas pas avoir le Ouais, même chez prix, Booking.com, etc. c'est Bon, vrai. voilà. Donc ça devient très compliqué de faire des packages. Par contre, ce qu'on fait, alors je vais pas livrer tous mes secrets, mais tu peux par contre imaginer des packages d'abord qui sont plus sur le quali que sur le quanti, hein, où tu vas là parce que le Booking.com il va pas pouvoir te vendre un repas si tu as la chance d'avoir un sauna, un hammam, etc. Ou si tu as un restaurant, ou si tu peux faire aussi bon le petit déjeuner compris, il sait le faire Booking, mais tu peux mettre en place des packages à condition de donner l'avantage prix. Bien souvent, ces packages sont mal expliqués. Il faut pouvoir dire en une ligne repas plus hôtel, c'est moins X% sur le repas, c'est moins X% sur la chambre, ce que tu veux. Mais il faut qu'on comprenne l'avantage facilement. Hein, et la plupart des hôtels vendent très mal alors, comme moi, j'ai travaillé dans l'ameublement, décoration, je sais ce que c'est qu'une remise, si tu veux. Hein. Il faut que le client voit son Il faut que avantage. l'avantage client, il soit très clairement, exposé au moment de la réservation. Quantifié, ouais, quantifié. Mmh, Mais tu as raison, il faut créer des avantages spécifiques, des avantages qu'on peut pas bien sûr. retrouver si tu réserves en booking, en direct. Et tu peux aussi, si tu as une politique de fidélisation, hein, communiquer des codes, hein, des codes clients. Hein, Oui, tout à fait. Bon, là, c'est intéressant. Si tu fais de la newsletter, tu dis par exemple, vous êtes client VIP, vous avez un code, donc vous êtes traité différemment. Mmh. Je pense que je ferai un épisode complet, sur ce genre de conseils. Il y en a beaucoup, absolument, où un client qui a déjà séjourné, chez toi au moment du départ, de lui envoyer un email pour le remercier, que dans l'email de remerciement, on l'invite avec un tarif promotionnel à réserver directement, et cetera. De jouer ce côté, canal direct et là, en effet, même le petit indépendant, il peut aussi lutter, il peut créer des voilà, des efforts, enfin, il peut créer de la personnalisation et développer la relation sur le long terme avec son client, oui, tout à fait. Exactement, tu as tout à fait raison parce que l'avantage qu'a le petit indépendant, on va pas l'appeler d'ailleurs petit, l'indépendant Ouais, tu as sur la raison. chaîne hôtelière, c'est que lui, il peut entretenir une relation privilégiée avec son client. Oui, Hein, donc, absolument. c'est ce que c'est l'empathie qui va être la différence. L'empathie, hein, la qualité de la relation que tu as eue avec ton client, tu le sais bien parce que toi, tu as eu l'expérience Mmh. dans des grands hôtels, tu sais ce que c'est. Et ton client, quand il s'en va, il se rappelle de cette qualité de relation. Et Absolument. ça, c'est irremplaçable. Et c'est les choses que les chaînes ne savent pas aussi bien faire. Hein, elles ont souvent des résultats de notoriété inférieurs aux hôtels indépendants. Oui, non, c'est un très, très bon point pour conclure toute cette partie, technique. Je pense que nos auditeurs, non hôteliers ont mal à la tête, les hôteliers aussi peut-être d'ailleurs. Donc, on s'arrête là pour la technicité. Si vous voulez en savoir plus, je vous inviterai à contacter,
Didier, mais en tout cas, j'avais quelques questions pour toi. Tu nous as parlé tout à l'heure de ton parcours. C'est vrai qu'on ne peut pas rentrer dans tout le détail de ta vie, mais si en tout cas tu pouvais revenir en arrière, 10, 20, 30 ans, à toi de décider, est-ce que tu ferais quelque chose différemment et si oui, quoi? Alors, bah, non, je referais enfin, oui, bien sûr, mais je vais te dire, je j'ai pas envie de revenir en arrière. Moi, j'ai envie D'accord. d'aller en avant pour 2 raisons. D'abord parce que la vie est bien faite, hein. Elle te représente toujours le plat que tu n'as pas mangé, hein. Donc si par exemple, tu as fait une connerie dans ta vie, tu vas être tu vas être reconfronté dans l'avenir aux mêmes problématiques et tant que tu auras pas bien fait, tu vas être à nouveau reconfronté à cette situation. Et si tu es un peu moins, si tu es un peu plus bouddhiste, tu vas même te dire que dans une vie prochaine, eh ben, tu vas te retrouver à la place de celui que tu as harcelé dans ta vie précédente. Tout à Et fait. tu vas apprendre ce que c'est que la vie. Donc, non, moi, je veux dire, j'ai plutôt envie d'aller en avant, mais c'est vrai que, par contre, tu vois, je vais dire les échecs, c'est très intéressant, les échecs dans une vie. Hein, moi, je vais t'en citer un. Parce que on n'a pas en France la culture des échecs. Aux États-Unis, on a la culture des Complètement. échecs. Et c'est pour ça que les gens essayent beaucoup de choses. En France, on veut toujours réussir, hein, voilà, bon. Ouais. Ben, sauf que dans la vie, on réussit pas toujours ou parfois on se plante plusieurs fois avant de réussir. Mais je suis d'accord avec toi, c'est important d'avoir une bonne culture de l'échec. Ben oui, oui, oui. Alors moi, je me rappelle, entre 2 aventures de ma vie professionnelle, j'ai créé une marque qui s'appelait Mouton Fâché. Mmh. Les moutons fâchés, c'était pour ceux qui voulaient sortir du troupeau. Alors donc c'était une marque de vêtements customisables. Alors donc des vêtements plutôt de marque, hein, on faisait des broderies, des transferts, des cloutages sur des casquettes, sur des t-shirts, sur des jeans de marque. Et on a fait un site web de vente en ligne où tu pouvais voir, tu choisissais un thème. À l'intérieur de ce thème, tu avais un dessin et tu pouvais, tu avais un dessin qui était composé de broderie ou de transfert, de clous. Tu pouvais ajouter ou pas les éléments. Tu voyais ton t-shirt ou ton jean avec la customisation que tu avais choisi. Ben, le problème, c'est que on n'était pas capable de vendre un t-shirt à moins de 20 €. Alors, si Bien tu veux, sûr. tu t'adresses aux jeunes, il n'y a pas que des jeunes qui habitent dans le 16e, hein. Hein, donc, si tu n'es pas capable de vendre un t-shirt à 7 €, 10 €, allez, on va dire 10 €, bah, tu te plantes. Donc, on avait fait une erreur de casting. On n'avait pas compris à qui on s'adressait. Hein, voilà. Donc, ça, c'est bien comprendre quand on positionne une marque, un métier. Bon, le métier, il était bien vu parce que c'était la tendance. La créativité, elle était là, hein, puisqu'il y en avait pas d'autres qui le faisaient, ce qu'on faisait. Mais par contre, la définition du client, on l'avait oublié, quoi. Mmh. Donc, il faut bien définir le client à qui on s'adresse quand on sort Complètement. un produit, être cohérent, hein, faire une étude de marché évidemment complète et être bien cohérent avec le client à qui on Ouais, s'adresse. ouais, s'adresser parfaitement à sa cible, complètement. Je repose pas des questions, sinon on va rentrer dans le technique à nouveau, j'en suis sûr, toi et moi, on aime beaucoup ça. Mais toujours sur cet, élargissement et pourquoi pas, on peut ici, lier le culturel et la technique. Est-ce que tu as un livre que tu recommandes? Un petit peu ton livre de chevet? Alors, un livre que je recommande, je vais te dire je vais te dire quel est le livre que j'ai préféré. Enfin, ça m'est venu tout de suite à l'esprit quand j'ai vu les questions que tu me proposais de poser. Je dirais c'est 2001, Odyssée de l'espace de D'accord. Arthur C. Clarke, Ouais. que j'ai lu quasiment d'un seul trait en un week-end. J'ai oublié de manger et d'aller aux toilettes. Euh, et j'étais absolument envoûté par cette histoire qui est en fait une histoire de la vie, hein, une histoire de métaphysique, hein, d'où on vient et vers où on va. Et en même temps, alors quand j'ai vu le film, je crois que j'ai vu le film avant d'ailleurs. Quand tu vois le film de Stanley Kubrick, pour moi, est une référence dans la mise en scène. C'est extraordinaire de modernité. Et puis, c'est un film où il n'y a pas de mots. Mmh. Il y a presque pas de dialogue. Hein, donc voilà, une mise en scène extraordinaire et puis un bouquin absolument passionnant sur un Complètement, sujet. Voilà. très très loin de notre sujet, mais c'est intéressant aussi d'élargir là-dessus. Dans la même lignée, sur cette, ouverture, est-ce que tu as peut-être une citation favorite? Une sorte de mantra?
Alors, oui, alors je reviens quand même, excuse-moi, je reviens sur Arthur C. Clarke parce que j'ai écrit un article sur Coach Hotel dans mon site web, là, dans le site Mmh. web de notre agence, sur le positionnement. Et quand tu regardes le film 2001 Odyssée de l'espace, tu comprends exactement ce que c'est qu'un positionnement. Donc c'est pas tellement éloigné du Ouais, 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 sujet, hein, c'est un bon lien que tu fais là, ouais. voilà. Alors, la réponse est non, mais rappelez-moi la question, Sur c'était quoi? la, sur la citation favorite. La citation, alors il y en a une que j'aime bien d'un homme que bon, qui n'est pas forcément une référence, c'est Bill Cosby qui a dit, alors je connais pas les clés de la réussite, mais celles les clés du succès, je les connais pas, mais celles de la réussite, de l'échec, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. Ouais, Il faut surtout pas essayer de plaire à tout le monde, hein. Je vais au théâtre assez souvent et quand tu vois qu'il y a des gens qui quittent la salle, c'est assez bon signe. d'accord. Parce que ça veut dire que tu déranges, hein. Bah, c'est pas toujours bon signe, mais en général, quand tu es très engagé sur un sujet, quand tu es très créatif, et cetera, bah, tu sépares, hein. Et donc, faut pas essayer de plaire à tout le monde. Faut essayer de plaire à ceux à qui tu as choisi de plaire. Et donc, c'est pour une marque, pour un hôtel, c'est pareil. Enfin, on va pas essayer de plaire à tout le monde parce que, finalement, après, on va avoir un ventre mou. C'est un très bon conseil ça, en effet, à la fois de vie et pour les hôteliers aussi qui nous écoutent d'un point de vue positionnement, en effet, d'essayer d'être, un peu disruptif, de connaître sa cible pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure et de faire quelque chose qui nous ressemble parce qu'on le fait jamais aussi bien que quand ça nous ressemble. On va citer un exemple que tu connais bien sûr, c'est l'exemple de Mama Shelter, Ouais. que je relate souvent à mes étudiants parce que c'est une marque qui a été disruptive, qui est sortie en 2008 ou Mmh. 2007, hein. Alors, c'est pas donc qui a été créée par trois personnes, donc Cyril Aouizerat, Philippe Stark et puis Serge le Trigano. fondateur. Merci, Serge Trégano, parce que je l'avais plus en tête. Et qui a été une marque révolutionnaire parce elle a apporté, bon, je te l'apprends pas, tu connais le Ouais, sujet, ouais, hein, ouais. mais il faut aller voir ça, ceux qui ne le connaissent pas, bah, qui pourraient ne pas le connaître encore, faut aller voir ce qu'ils font. Alors, ils ont été suivis par plein de gens, hein, ils ont sans doute rapporté ce concept peut-être d'Allemagne ou des États-Unis parce qu'il y en a eu d'autres. Il y a une marque qui a été rachetée par le groupe Accor récemment, qui était avant Mama Shelter sur un concept assez similaire. Mais c'est voilà une marque qui a cassé les codes de l'hôtellerie, qui a compris que les gens, ils avaient envie de partager dans les parties communes, hein. Donc il y a du coworking, on peut manger, on peut s'amuser, hein. Il y a la play attitude dont parle Sébastien Bazin. C'est très bien vu ce mot. En deux mots, on qualifie quelque chose. On se représente tout de suite ce que ça veut dire. La Absolument. plaie, voilà. Donc, il se passe quelque chose dans le rez-de-chaussée d'un hôtel, hein. C'est pas un lieu froid, c'est pas une salle d'attente de clinique, hein. C'est un endroit où on a plaisir à partager et à vivre. Mmh, complètement. Ce qui m'emmène à la question suivante. Qui est-ce que tu aimerais, après toi, pour parler excellence de service et tous ces sujets hôteliers, qui est-ce que tu aimerais voir invité sur, Hospitality Insiders? Je t'en supplie, ne me dis pas Sébastien Bazin, je l'ai déjà eu 2 fois, c'est un très grand challenge et j'ai déjà dit que je rêvais de l'avoir. Oui, oui, parce que j'aurais pu dire ça. J'avais préparé ce nom-là, mais il est bon. Je l'admire beaucoup parce qu'il est très visionnaire et puis Mmh. c'est un homme simple, enfin En tout cas, simple. il est pas simple à Je veux dire, avoir. il est pas prétentieux. Il y a de l'humilité. Il y a beaucoup d'humilité dans cette personne et qui, malgré tout, est brillant. Bon, mais Ouais, alors, je vais te donner un autre nom que je viens de citer, hein. C'est Cyril Aouizerat, ouais. hein. Donc, Cyril Aouizerat, alors que j'ai eu le plaisir d'écouter il y a en 2013 ou 2014 à Lab Équipe Hotel, ça s'appelait, ça n'existe plus maintenant. Non. Et j'ai vu ce personnage un peu lunaire là, avec des grandes bottes et puis des lunettes de soleil et un chapeau anglais, un chapeau melon. Il était assez bon, mais c'est extrêmement intéressant ce qu'il dit parce qu'il a une très forte intuition, une grosse sensibilité. Il sent très bien l'évolution des tendances. Alors ça, c'est l'évolution des tendances, c'est aussi un truc que j'apporte à mes hôteliers parce qu'il faut comprendre l'évolution des tendances. Pourquoi? Parce que ça te donne un coup d'avance. Bien sûr. Je te donne ce que je vois, hein. C'est la recherche d'intimité. Ça, c'est une tendance. J'en ai parlé tout à l'heure. J'ai honte de prendre l'avion. Ça, c'en est une tendance. Il y a un terme d'ailleurs, suédois pour ça.
Oui, ça s'appelle C'est Flixarco, je sais pas le ouais, prononcer. Flixcam. Ouais. Ouais, exactement, ça vient de la Suède. Mmh. Pas si loin de chez nous, hein, la localité, hein, je reviens à mes racines. Hein. Pourquoi les gilets jaunes? On parle de populisme. Le populisme. Je suis désolé, il y a des gens qui aiment bien leur région, il y a des gens qui aiment bien. Les Bretons sont fiers de leur coin, les Alsaciens sont fiers de leur coin, et c'est pas péjoratif. Et donc ça, c'est une tendance. Hein, ça veut pas dire qu'on est contre l'Europe. Ça veut dire que on est fier et on a envie de cultiver ses origines. Ah bon, voilà, je vais pas te citer toutes les tendances, mais ça, c'est des choses très intéressantes pour aider les hôteliers à être plus raccord avec l'évolution des attentes et comportements des Et ça clients. complète en effet bien l'épisode que tu citais tout à l'heure d'Isabelle Frochot sur les tendances à venir en 2022. Je ramène les Exactement. auditeurs vers celui-ci pour compléter cette connaissance-là. Et Didier, quelqu'un qui aimerait continuer la conversation avec toi, contacter Coach Hotels pour du conseil par exemple, quel est le meilleur moyen de te contacter? Donc il y a le site web, hein, donc je m'appelle Didier Arnaud, vous trouverez. Alors déjà avec moi, il y a des gens, il y a des gens super. Hein. Je suis pas, moi je suis pas. J'ai Johan dont j'ai parlé, qui est photographe. J'ai Antoine qui est cuisinier et ancien hôtelier et qui a une connaissance culinaire absolument et qui a travaillé à Philippe Stark avec d'autres. Hein, il a fait le concept bon avec Philippe Stark. On en a parlé de ce concept avec Laurent Taïeb aussi dans un épisode. Ouais, Ouais. oui, oui, tout à fait. Et j'ai avec moi deux ingénieurs web qui sont super. J'ai une jeune architecte qui a fait Camando, qui est aussi brillante que séduisante. C'est la seule fille du groupe, là, bon. Donc, ceux qui s'intéressent, d'abord, il y a une rubrique bonus, il y a une centaine d'articles dedans. D'accord. Et puis, on peut, alors, donc, ceux qui s'abonnent à la newsletter, hein, ils reçoivent tout de suite, que je fais exactement comme pour mes clients, ce que je fais avec les hôteliers. Ils ont un rendez-vous stratégique gratuit offert. Ce rendez-vous stratégique, je mets 3 heures à le préparer. Hein, il dure 1 heure. Et en 1 heure, je vais essayer, d'abord, je vais bien voir quel est l'hôtelier que j'ai, qui m'explique un peu ce qu'il voit, comment il se sent. Hein, parce que celui qui dit mal comment il est malade, ça va être difficile de le soigner. Hein. Bien sûr. Et ensuite, par rapport à l'étude que je vais faire, je vais lui dire, voilà, il y a ça, ça, ça comme potentiel. Il y a ça, ça, ça comme potentiel. Avec si on met en place ça, 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 c'est pas pour faire du chiffre. Hein. On donne pas des médicaments à des gens qui sont pas malades. Non, mais moi, j'étais fils de médecin, alors voilà. Donc, mon père disait toujours, tiens, je me suis fait piquer un client par un confrère qui a essayé de lui faire croire qu'il était malade. Bah non, on fait pas croire aux gens qui sont malades s'ils ne le sont pas. Donc, ils peuvent s'inscrire à la newsletter ou me contacter, il y a le numéro de téléphone, je me ferai un plaisir de les écouter Bien sûr, ouais. et puis de faire leur connaissance. Mais en tout cas, c'était très intéressant de mélanger cette vision un peu 360 site web, peut-être plus en amont, avec ce dont moi je peux parler habituellement sur les opérations et sur l'excellence de service. Ça vient assez bien compléter. Aussi d'autres épisodes, on a parlé de celui d'Isabelle Frochot, Laurent Taïeb et autres. Il y en a pas mal. Finalement, je devrais en refaire une série spécifique à ça. Et pour terminer cet épisode en beauté, j'aimerais beaucoup te laisser le mot de la fin. Si tu avais un dernier message à faire passer aux insiders, qui est notre communauté, quel serait-il? J'avais noté cette phrase, pensez à tout ce que vous pourriez faire si vous n'aviez peur de rien. Parce qu'on pourrait faire tellement de choses. Parfois, on ne les fait pas parce qu'on a peur. Mais si on était immortel, qu'est-ce qu'on ferait? Mmh. Voilà, on ferait plein de choses. Donc, faut avoir de l'ambition. Enfin, faut avoir de la passion et ce que nous devons tous faire. Hein, je me place pas au-dessus du lot. C'est essayer d'évacuer la peur pour entrevoir toutes les belles opportunités qui sont devant nous. Oui. Merci beaucoup, cher Didier, Mais d'être venu merci, faire un tour Maxime. sur Hospitality Insiders. On te souhaite tout le meilleur avec Coach Hotels et au plaisir de te suivre de près à travers ta newsletter et les autres médias. Eh ben, pareillement, parce que je trouve tes podcasts très intéressants. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi, Maxime. Merci beaucoup, Didier. À bientôt. Mes chers insiders, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez certainement aimé le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est mon TripAdvisor à moi. Depuis peu, vous pouvez également laisser une note sur Spotify.
Et surtout, pour ne rien rater de mes actualités, abonnez-vous à la newsletter sur hospitalityinsiders.net. Je m'appelle Maxime Blo et je vous dis à bientôt.